Prêt. Levez-vous à 3. 1, 2, 3. Ça doit être le X rouge, juste ici. On perd de la lumière. Le courant est maîtrisable. Je suis d'accord. Continuons. Suivons cette crête tout droit vers le bas. Le courant est trop fort là-bas. Approchons-nous par l'est. Je suis d'accord. Dernière vérification des bouteilles et des lampes. Allons-y, continuez. On y est presque. Ouah, regardez ça. L'océan recèle des trésors qui dépassent l'imagination. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs bleues de la mer Noire, à la recherche d'or coulé, de diamants étincelants et de rubis perdus depuis des siècles. Vous sentez l'excitation monter? Notre équipe est prête. Palmes ajustées, lampes allumées, cœur battant à tout rompre. Chaque recoin, chaque fissure peut receler une fortune. Allons-y. Voyons quels secrets les profondeurs nous réservent. Regardez ça. Regardez simplement. Devant nous se trouve une abondance impressionnante, perdue depuis des siècles sous les vagues de l'océan. D'énormes lingots d'or empilés en désordre mais brillants d'une magnificence royale gisent à moitié enfouis dans le sable et la vase. Leurs surfaces sont usées et texturées par des années passées sous l'eau, capturant chaque scintillement de nos lanternes, créant des reflets qui dansent au fond de la mer comme de petites étincelles de soleil emprisonnées sous la mer. Autour d'elles, des pièces d'or sont éparpillées, s'échappant de coffres brisés, brillant d'un éclat riche et chaleureux. Chaque pièce semble vibrer des histoires de voyages perdus, de pirates audacieux et d'empires oubliés. Et les pierres précieuses. Oh, les pierres précieuses. Des diamants massifs, clairs comme du cristal liquide, reflètent la lumière des lampes de poche en motifs hypnotiques, envoyant des faisceaux à travers les coraux, les balanes et les rochers irréguliers environnants. Des rubis d'un rouge profond reposent contre des émeraudes d'un vert vif, tandis que des saphirs scintillent d'un bleu profond, créant un kaléidoscope de couleurs qui semble presque irréel. Et pourtant, il est bien là, tangible sous nos yeux. Le trésor est immense, trop vaste pour être compté, trop brillant pour être pleinement appréhendé d'un seul regard. Chaque barre que nous soulevons, chaque pièce que nous recueillons dans nos sacs enfilés, chaque gemme que nous glissons soigneusement à sa place, semble nous faire voyager à travers le temps, touchant des siècles d'histoire, et les mains des marins, des explorateurs et des aventuriers qui ont osé rêver au-delà de l'horizon. Le fond de la mer lui-même semble vivant avec ce trésor, réagissant à chacun de nos mouvements. Des nuages de vases tourbillonnent et flottent, dansant avec les courants que nous créons. De petits poissons et crevettes passent entre nos bras et l'abondance scintillante. Curieux observateurs de notre découverte. Même les coraux rugueux et irréguliers semblent scintiller légèrement sous la lumière réfléchie des lanternes. L'effort est épuisant. Les bras tendus, le dos courbé, les mains agrippant l'or glissant et les surfaces chargées de pierres précieuses. Mais c'est électrisant. Chaque levée réussie est une victoire. Chaque pièce scintillante est un triomphe. Chaque pierre précieuse saisie est un miracle. Sentez le poids de l'or. Des lingots massifs qui exigent toute notre force pour être glissés dans les sacs enfilés. Des diamants plus gros qu'un poing, impeccables et éblouissants, brillent d'une luminosité qui défie le soleil lui-même. Les rubis brûlent d'un rouge flamboyant qui semble presque vivant. Les émeraudes brillent du vert profond des forêts cachées, et les saphirs rayonnent d'une lumière intérieure qui scintille tandis que nos lanternes balayent leurs facettes. L'interaction de la lumière, de l'eau et du trésor crée une danse hypnotique, projetant des ombres qui tournent et changent à travers le sable, les rochers et les débris couverts de bernacles de l'épave. Incroyable. Poussez. Tirez la pierre. De l'or. Enfin, l'excitation de la découverte nous envahit à chaque mouvement, les cœurs s'emballent, les poumons palpitent, les bulles du détendeur sifflent, les palmes battent pour s'adapter au courant, mais rien ne peut atténuer notre émerveillement. Nous sentons l'histoire peser sur nous, non pas en termes de poids, mais en termes de signification. Ces trésors ont été cachés par des mains disparues depuis longtemps, protégés par les profondeurs, épargnés par le temps. Et maintenant, à force de sueur et d'efforts, nous sommes les premiers à les toucher depuis des siècles. Un trésor, incroyable. Chaque pièce, chaque lingot, chaque gemme raconte une histoire d'ambition, de courage,
d'argent, d'amour, de perte et d'aventure. La pure abondance est écrasante. Des lingots d'or empilés plus haut que nos têtes, des pièces formant des collines scintillantes, des diamants et des rubis incrustés dans le sable comme des constellations tombées du ciel nocturne. La lumière réfractée à travers l'eau ajoute un éclat éthéré, donnant à chaque pièce l'apparence d'être vivante, scintillant et dansant d'une manière qui semble impossible, mais indéniablement réelle. La mer elle-même semble retenir son souffle, comme consciente de l'ampleur de cette découverte, les secrets qu'elle a si fidèlement gardés nous étant maintenant révélés dans toute leur splendeur. Alors que nous travaillons ensemble, glissant les trésors dans des sacs enfilés, coordonnant chaque mouvement pour éviter tout dommage et maintenir l'équilibre des chaînes, nous nous rappelons l'incroyable effort qui a été nécessaire pour cacher ces richesses au départ. Les rochers recouverts de corail, les parois irrégulières du navire coulé et le sable mouvant constituent des obstacles constants, faisant de chaque pièce récupérée, de chaque lingot soulevé, une petite victoire. L'or est chaud à la lumière des lanternes, les diamants scintillent, froids et tranchants. Les rubis et les émeraudes vibrent vivants de couleurs. Chaque élément est une merveille d'artisanat et de beauté naturelle. Un témoignage de l'ambition humaine et du mystère éternel de l'océan. C'est plus qu'un trésor. C'est à la fois l'histoire, l'aventure, la beauté, le danger et l'excitation. Chaque lingot soulevé, chaque gemme récupérée, chaque pièce de monnaie rangée en sécurité dans nos sacs enfilés, c'est comme réécrire une histoire qui avait été perdue sous les vagues. L'émotion est bouleversante. L'océan vrombit autour de nous. Les algues tourbillonnent en motifs hypnotiques. Et les trésors étincelants nous rappellent pourquoi nous sommes ici. Curieux, courageux et déterminés à être témoins de merveilles que peu de gens ont jamais vues. Et tandis que nous faisons une pause, la poitrine allaitante, les détendeurs bouillonnants, les palmes au repos, nous absorbons l'ampleur de ce que nous avons découvert, sachant que ce n'est qu'un aperçu des richesses cachées de l'océan, un trésor au-delà de l'imagination, attendant que les prochains explorateurs audacieux le découvrent. Les courants nous poussent doucement, provoquant et testant notre équilibre tandis que nous manœuvrons à travers le labyrinthe d'épaves et de poutres incrustées de corail. Chaque mouvement est délibéré, précis. Un seul faux pas pourrait renvoyer des siècles de trésors sur le sable. Cependant, l'excitation l'emporte sur la prudence. Nos mains, gants mouillés, agrippent les bords de lourdes barres d'or, les tirant, les soulevant et les glissant dans des sacs enfilés. Le poids pèse sur nos muscles, rappel tangible de l'effort nécessaire pour récupérer ce que l'histoire a gardé caché pendant si longtemps. Des bulles remontent paresseusement de nos détendeurs, s'incurvant vers la surface, reflétant la lumière de nos lampes torches en centaines de petites étincelles qui dansent comme des lucioles dans la brume bleue. Et puis, un moment d'émerveillement. Nichés dans une crevasse rocheuse, nous découvrons un amas de diamants massifs. Chacun de la taille d'un poing fermé. Leur surface impeccable réfracte la lumière de la lampe torche dans un spectre éblouissant de couleurs. Des rubis reposent à côté d'eux, brillants comme des braises emprisonnées sous les vagues, et des émeraudes scintillent d'une lumière verte intérieure, comme la lumière du soleil capturée dans du verre. Nous les glissons délicatement dans nos sacs en filet, les soulevant avec une attention méticuleuse, conscients que ces trésors ont résisté à des siècles de pression de l'eau salée et du temps. Leur éclat s'est préservé contre toute attente. Les éventails de corail se balancent doucement avec les courants, effleurant nos palmes comme pour applaudir notre découverte, tandis que de petits poissons se faufilent entre nos jambes, inspectant l'abondance scintillante. Le fond de la mer lui-même est vivant. Des nuages de limon tourbillonnent et flottent, réagissant à chacun de nos mouvements. Et tandis que nous déplaçons légèrement un coffre, des pièces d'or se déversent comme des ruisseaux de soleil à travers le sable. Certaines tombent dans des fissures, scintillant légèrement, comme pour nous inciter à les récupérer. Chaque gemme que nous ramassons, chaque lingot que nous glissons dans nos sacs, semble monumental,
un lien tangible avec les marins et les explorateurs qui rêvaient autrefois de richesse et d'aventure. Nos corps fournissent des efforts, nos dos se courbent, nos cœurs battent au rythme de l'excitation, de l'ampleur même de notre découverte. La lumière du soleil à la surface filtre vers le bas en faisceaux inclinés, capturant les bords des lingots d'or et des diamants, envoyant des scintillements de brillance à travers le corail, la roche et le sable. L'océan amplifie ses reflets, créant une lueur presque magique qui semble animer le trésor, le faisant scintiller et palpiter de vie. De minuscules particules en suspension dans l'eau brillent comme des étoiles dans une galaxie qui n'existe que sous les vagues. Et pourtant, l'effort est épuisant. Chaque lingot soulevé nécessite de la coordination. Chaque gemme placée dans un sac exige de la patience. Les courants nous tirent de manière ludique, nous provoquant, nous obligeant à ajuster nos palmes, à raffermir nos bras et à resserrer nos trésors glissants. Alors que nous faisons une pause, flottant au milieu de cette abondance, il est impossible de ne pas être émerveillé. Ici, des siècles d'histoire convergent en un spectacle éblouissant. L'éclat de l'or, le scintillement des diamants, le feu des rubis et la profondeur des émeraudes. Chaque pièce est une histoire, chaque pièce de monnaie un murmure d'aventure depuis longtemps oublié. Chaque lingot est un monument à l'ambition et au risque humain. L'océan rugit autour de nous. Nos détendeurs sifflent, la vase tourbillonne en spirales hypnotiques et de petits poissons jaillissent, curieux, ajoutant du mouvement à la tranquillité. Nous sommes les témoins d'un monde figé dans le temps, mais vivant de couleurs, de mouvements et d'histoire. Et nous ressentons un profond sentiment de privilège. Puis vient le véritable défi. Le plus grand coffre, solidement coincé entre des poutres incrustées de corail, rempli de lingots d'or et de pierres précieuses étincelantes. Nos bras travaillent dur, tandis que nous tirons sur les cordes, visons les bords et soulevons lentement, attentifs au courant et à notre espace limité. Les bulles montent en rafales frénétiques, tandis que le poids combiné met notre coordination à l'épreuve, mais la récompense en vaut la peine. La lumière du soleil qui coule d'en haut danse à travers le coffre, illuminant des diamants si gros qu'ils semblent presque briller. Des rubis incrustés dans des montures en or, des émeraudes brillant d'une lumière profonde et cachée. Chaque levée, chaque changement est une petite victoire, une célébration tactile de la découverte. Chaque mouvement renforce la merveille de cette découverte. Les pièces de monnaie teintent doucement lorsqu'elles glissent les unes contre les autres. Les lingots d'or s'entrechoquent, envoyant des étincelles fugaces de reflets à travers les fonds marins. Les diamants brillent intensément, diffusant leur lumière à travers les crêtes de corail et les poutres irrégulières de l'épave. Les rubis rayonnent de chaleur, les émeraudes pulsent d'une intensité verte, et les saphirs scintillent d'un bleu océan profond. La scène entière est un spectacle vivant et respirant de couleurs, de lumière et d'histoire. Une cathédrale cachée de l'ambition humaine préservée sous les vagues. Pendant que nous travaillons, nos rires bouillonnent, étouffés mais indéniables à travers les détendeurs. L'excitation et la joie se mêlent à l'épuisement. Chaque coffre libéré, chaque gemme récupérée, chaque pièce de monnaie ramassée est un moment de triomphe. La mer, toujours patiente, observe en silence. Les courants tourbillonnent doucement autour de nous, comme s'ils reconnaissaient les efforts et la détermination de ceux qui osent explorer ces profondeurs. C'est une danse entre les humains et l'histoire, une symphonie de lumière et de couleurs, et une aventure qui restera à jamais gravée dans nos mémoires. Les courants tourbillonnent autour de nous, titillant nos palmes, tirant doucement sur nos sacs en filet, nous rappelant la puissance silencieuse de l'océan. Chaque mouvement doit être délibéré, chaque levée calculée. Cependant, l'excitation de la découverte nous pousse à aller de l'avant. Nos gants glissent sur des lingots d'or glissants, nos doigts agrippent les bords des coffres incrustés de pierres précieuses, essayant de stabiliser chaque pièce qui résiste à nos efforts. La vase s'élève en nuages paresseux à chaque traction, capturant la lumière des lanternes en centaines de petites étincelles qui donnent au trésor un aspect presque vivant. Les lingots d'or empilés de manière précaire brillent d'une lueur chaude. Chacun d'entre eux est un monument à des siècles d'ambition, de cupidité et de courage qui se révèlent désormais à nos mains.
Les diamants brillent comme de la lumière solaire figée, incrustés dans des coffres au trésor ou reposant en vrac au fond de la mer. Les rubis brillent comme du feu capturé. Les émeraudes pulsent de profondeurs vertes cachées. Les saphirs scintillent d'un bleu profond, presque hypnotique. Chaque gemme est unique, chaque facette réfractant la lumière de manière imprévisible et éblouissante. Glisser un diamant massif dans le sac en filet demande autant de précision que de force. Son poids est trompeur, ses bords sont tranchants et la chaîne ne cesse de bouger et de défier notre prise. Cependant, à mesure que nous mettons chaque trésor en sécurité, l'excitation monte, une vague qui coule dans nos veines, plus forte que la pression des profondeurs. Nous faisons une pause momentanée, les mains mouillées et tremblantes d'effort, les nageoires battant légèrement pour maintenir notre stabilité. L'ampleur de l'abondance est à couper le souffle. Les pièces brillent en piles éparpillées comme de petits soleils. Les lingots dorés créent des collines de lumière métallique, et l'énorme coffre devant nous déborde de trésors qui défient l'imagination. Le corail qui nous entoure est vivant, coloré et animé. De petits poissons filent dans notre champ de vision. Des crevettes et des crabes observent nos faits et gestes. Et les faisceaux lumineux de nos lampes torches dansent sur leurs écailles, comme s'ils éclairaient un monde miniature merveilleux. Chaque mouvement que nous faisons change la scène. Une pièce roule légèrement. Un diamant brille intensément. Un rubis brille plus intensément lorsque notre lampe torche passe dessus. Le poids de l'or et des pierres précieuses met chaque muscle à rude épreuve. Nos bras peinent à soulever les lingots. Notre dos se cambre lorsque nous hissons les coffres dans les sacs en filet, et nos jambes poussent contre les courants pour maintenir l'équilibre. Chaque levée réussie est un triomphe. Chaque pièce placée en sécurité dans le sac est une petite victoire. L'océan semble bourdonner en réponse. Les chaînes se balancent doucement autour de nous, provoquant nos mouvements, créant une symphonie de mouvements qui se mêle au sifflement silencieux des détendeurs et à notre respiration mesurée. Le trésor, bien qu'inanimé, semble vivant sous la lumière réfractée de l'eau, scintillant, brillant, pulsant, comme s'il était conscient des mains qui l'atteignent. Le coffre encastré dans la fissure est immense. Sa surface est gravée de symboles usés par le temps. Des rubis et des émeraudes sont sertis dans l'or avec un savoir-faire si précis que même après des siècles passés sous l'eau, les couleurs restent vives et éblouissantes. Avec précaution, nous soulevons le coffre, travaillant ensemble, le glissant lentement dans notre sac en filet, attentifs à l'équilibre et au poids. De petits nuages de vase remontent à la surface, diffusant la lumière en halos d'or scintillant et de pierres précieuses, créant une scène d'une beauté presque magique. Nos mains bougent méthodiquement, nos doigts saisissant, soulevant et repositionnant les trésors. Chaque mouvement est une négociation avec le poids physique et l'histoire délicate qu'il renferme. Au-dessus de nous, la lumière du soleil filtrée par la surface descend en faisceau, ajoutant de la chaleur à la scène et se reflétant sur les lingots d'or et les diamants, illuminant le coffre sous de multiples angles. L'interaction de la lumière et de l'eau crée un effet kaléidoscopique, diffusant des rayons de lumière à travers les fonds marins et les coraux environnants. Chaque reflet rehausse la beauté hypnotique du trésor, rendant impossible de détourner le regard. Même lorsque la fatigue s'installe, la surcharge sensorielle, l'abondance scintillante, les gemmes étincelantes, le contact tactile avec des siècles d'histoire perdue nous pousse à aller de l'avant avec une détermination renouvelée. L'excitation de la découverte est enivrante. Les cœurs battent plus fort. Les respirations se succèdent en rafales rythmiques et un rire étouffé de triomphe s'échappe à travers les régulateurs. Chaque gemme ramassée, chaque lingot récupéré, chaque pièce soigneusement placée dans le sac en filet est un témoignage de siècles d'ambition humaine, attendant patiemment quelqu'un d'assez audacieux pour le découvrir. L'océan nous enveloppe. La vase tourbillonne en spirale délicate et de petits poissons passent curieusement autour de nos jambes, complétant le tableau de la découverte. Notre équipe travaille en synchronisation, avec des mouvements coordonnés et un effort partagé. Chaque levée est un exercice de confiance, de force et de précision.
Alors que nous finissons de sécuriser un coffre, nous faisons une pause pour admirer la scène. Des lingots d'or empilés comme de petites collines, des pièces de monnaie éparpillées au fond de la mer, des diamants capturant la lumière des lampes de poche dans un kaléidoscope d'éclats, des rubis d'un rouge profond, des émeraudes d'un vert riche, des saphirs d'un bleu profond. C'est un trésor qui n'est pas seulement matériel, mais aussi historique, aventureux et esthétique. Chaque pièce raconte une histoire. Chaque scintillement est un murmure des siècles passés qui attend d'être découvert. Les courants océaniques s'écoulent doucement autour de nous. La vase tourbillonne et la lumière sous-marine danse à travers cette scène merveilleuse, à la fois humaine et naturelle, qui unit l'effort, l'histoire et le trésor dans un spectacle inoubliable. Et pourtant, même si nous admirons cette abondance, le travail continue. D'autres coffres et lingots attendent, cachés parmi les coraux, les épaves et le sable. Nos bras sont endoloris, nos muscles tendus, mais l'excitation nous pousse à continuer. Chaque mouvement est un mélange de travail et de célébration. Chaque levée est un dialogue avec l'histoire elle-même. Nous sommes les premiers à toucher ces trésors depuis des siècles. Et la responsabilité, l'excitation, l'émotion de la connexion avec les explorateurs du passé nous pousse à continuer avec soin, méthode et joie. La mer retient son souffle nous regardant récupérer la fortune qu'elle a gardée pendant des siècles. Et à ce moment le monde sous-marin, le trésor et nous ne faisons qu'un, unis dans la découverte, l'effort et l'émerveillement. La découverte initiale n'était que le début de quelque chose de bien plus grand que ce que nous aurions pu imaginer. Lorsque nous sommes remontés à la surface ce premier jour, chargés d'or et de pierres précieuses que nous avions extraits des profondeurs de la mer Noire, nous pensions que l'aventure était terminée, que nous avions trouvé ce que nous cherchions et que l'histoire s'arrêtait là. Nous étions profondément trompés. Les jours suivants ont été consacrés à cataloguer et à examiner ce que nous avions récupéré. Les pièces étaient anciennes, cela ne faisait aucun doute, mais leur origine était plus complexe que nous ne l'avions prévu. Il y avait des pièces de différentes époques et de différents empires mélangés, comme si quelqu'un avait rassemblé des trésors provenant de multiples sources au fil des siècles. Des pièces byzantines côtoyées de l'or ottoman, des pierres précieuses taillées dans des styles que les historiens associés aux artisans vénitiens côtoyaient des rubis travaillés d'une manière qui suggérait des origines beaucoup plus orientales. L'un des experts que nous avions fait venir pour analyser le trésor, un archéologue ayant des décennies d'expérience dans le commerce maritime antique, était déconcerté. Il a déclaré n'avoir jamais vu une collection aussi diversifiée en un seul endroit. C'était comme si le naufrage avait été un point de convergence pour les richesses du monde entier, un coffre-fort qui avait accumulé des trésors au fil des générations avant de finalement sombrer dans les eaux sombres de la mer Noire. Mais c'est lorsque nous avons commencé à examiner de plus près certains des artefacts les plus petits que les vraies questions ont surgi. Parmi les pièces de monnaie et les lingots d'or, il y avait des objets qui n'entraient dans aucune catégorie connue. De petits dispositifs métalliques avec des engrenages internes corrodés mais encore reconnaissables. Des plaques gravées de symboles qui ne correspondaient à aucun alphabet connu. Et plus troublant encore, des fragments d'un matériau que les scientifiques ne parvenaient pas à identifier, quelque chose qui ressemblait à du métal, mais dont les propriétés défiaient toute classification. La décision de retourner sur le site fut unanime. Il était clair qu'il y avait plus à découvrir que ce que nous avions initialement perçu. L'épave n'était pas seulement un dépôt de richesses matérielles. C'était une capsule temporelle contenant des mystères qui ne demandaient qu'à être élucidés. La deuxième expédition a été planifiée avec beaucoup plus de soin que la première. Nous avons apporté du matériel supplémentaire, des spécialistes de diverses disciplines et un sens du devoir qui allait au-delà de la simple recherche d'un trésor. Nous voulions comprendre ce que nous avions trouvé et ce qui pouvait encore se cacher dans les profondeurs obscures. Lorsque nous avons replongé, en suivant le même chemin que nous avions tracé auparavant, la première chose que nous avons remarquée était que l'endroit avait changé. Pas de manière spectaculaire, mais de façon subtile et inquiétante. Des piles de pièces de monnaie dont nous nous souvenions avoir vues à certains endroits avaient été déplacées.
Des coffres que nous avions laissés entr'ouverts se trouvaient désormais dans des positions différentes. C'était comme si quelque chose avait perturbé le site en notre absence. Des courants, avons-nous d'abord pensé. L'activité sismique occasionnelle de la mer Noire. Des explications naturelles pour des phénomènes qui avaient probablement des causes banales. Mais à mesure que nous explorions plus en profondeur, au-delà des zones que nous avions étudiées la première fois, ces explications ont commencé à sembler de plus en plus inadéquates. La structure que nous avons trouvée était partiellement enfouie sous les sédiments et la végétation marine. Elle ne faisait pas partie du navire coulé que nous avions exploré précédemment. C'était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui semblait avoir été construit au fond de la mer ou qui avait coulé d'une hauteur beaucoup plus grande et beaucoup plus ancienne. C'était une sorte de plateforme circulaire, faite d'un matériau qui ressemblait à de la pierre mais qui était beaucoup plus dense et résistant. Sa surface était couverte de gravures, de motifs géométriques qui se répétaient dans des variations complexes. Au centre, il y avait une dépression, comme si quelque chose y avait été placé puis retiré. Autour de la plateforme, dispersée dans un rayon de plusieurs dizaines de mètres, se trouvaient les restes de ce qui ne pouvait être décrit que comme des offrandes. Pas seulement de l'or et des pierres précieuses, mais des artefacts de nature clairement rituelle. Des statuettes en bronze représentant des figures qui ne ressemblaient à aucune tradition artistique connue. Des vases scellés contenant des substances que nous n'osions pas ouvrir sans analyse appropriée. Et toujours ces symboles énigmatiques qui apparaissaient partout comme une signature ou peut-être un avertissement. Nous avons passé des heures à documenter chaque détail, à photographier chaque angle, à prélever des échantillons chaque fois que cela était possible. L'enthousiasme initial suscité par la découverte d'un trésor avait laissé place à quelque chose de plus profond. Un mélange de fascination et d'inquiétude. Ce que nous avions trouvé n'était pas un simple naufrage chargé de richesses. C'était la preuve de quelque chose que l'histoire n'avait pas enregistré, une présence dans la mer Noire qui précédait toute civilisation que nous connaissions. Lorsque nous sommes finalement remontés à la surface, le soleil se couchait, peignant le ciel de tons orange et rouge qui se reflétaient sur les eaux calmes. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment, chacun assimilant ce qu'il avait vu, essayant de concilier cette expérience avec notre compréhension du monde. L'un des plongeurs les plus expérimentés, un homme qui avait exploré des épaves dans tous les océans du monde, a finalement rompu le silence. Il a déclaré qu'au cours de toutes ces décennies de travail, il n'avait jamais rien trouvé qui l'ait amené à remettre en question ses hypothèses fondamentales sur l'histoire et l'humanité. Jusqu'à présent, les mois suivants ont été consacrés à l'analyse et à la recherche. Les experts que nous avons consultés étaient divisés dans leurs interprétations. Certains insistaient sur le fait que nous avions trouvé des preuves d'une culture maritime jusque-là inconnue, peut-être une civilisation qui avait prospéré en mer Noire avant le déluge que de nombreux géologues pensaient avoir eu lieu il y a des milliers d'années, lorsque la Méditerranée s'était rompue et avait inondé ce qui était alors un lac d'eau douce. D'autres étaient plus sceptiques, suggérant que nous surinterprétions des artefacts qui pouvaient avoir des explications plus prosaïques. Peut-être que la plateforme était une formation naturelle qui semblait artificielle. Peut-être que les symboles étaient des coïncidences dues à l'érosion. Peut-être voyons-nous des motifs là où il n'y en avait pas, projetant une signification sur des accidents de la nature, mais aucune de ces explications n'était tout à fait satisfaisante. Les artefacts étaient réels, tangibles, vérifiables. Et plus nous les étudions, plus il devenait évident qu'ils n'étaient pas l'œuvre de la nature. Quelqu'un les avait créés. Quelqu'un les avait placés dans les profondeurs de la mer Noire avec un but et une intention précis. La question était de savoir qui, quand et pourquoi. La troisième expédition fut la plus importante et la plus ambitieuse. Nous avons réuni une équipe multidisciplinaire de chercheurs, comprenant des archéologues, des géologues, des océanographes, des linguistes et même un physicien qui avait manifesté son intérêt pour les étranges matériaux que nous avions récupérés.
L'équipement était le plus avancé disponible, comprenant des roves capables de fonctionner à des profondeurs bien supérieures à celles que les plongeurs humains pouvaient atteindre en toute sécurité. Notre objectif était d'explorer au-delà de la plateforme que nous avions découverte, de suivre les indices qu'elle offrait et de voir ce que la mer Noire cachait d'autre dans ses profondeurs anoxiques où l'absence d'oxygène avait préservé les matériaux organiques pendant des millénaires. Ce que nous avons trouvé a dépassé toutes nos attentes. La plateforme, avons-nous découvert, n'était que l'entrée d'un ensemble beaucoup plus vaste. Sous celle-ci, partiellement enfouie dans les sédiments mais clairement visible par les capteurs du ROV, se trouvait une structure s'étendant sur des centaines de mètres dans toutes les directions. Il ne s'agissait pas d'un bâtiment unique, mais d'un complexe d'une série de chambres et de couloirs reliés entre eux d'une manière qui suggérait une planification et un objectif précis. Le ROV a navigué à travers des ouvertures qui ressemblaient à des portes, pénétrant dans des espaces qui étaient restés scellés pendant un temps inimaginable. Des murs couverts de symboles, des sols pavés d'un matériau qui absorbait la lumière de nos lampes de poche de manière étrange, et partout des artefacts. Pas seulement des trésors au sens conventionnel du terme, même s'il y avait de l'or et des pierres précieuses en abondance, mais aussi des objets dont la fonction était inconnue, des dispositifs avec des pièces mobiles qui semblaient avoir été conçus pour des fonctions que nous ne pouvions deviner, des récipients scellés qui selon les capteurs contenaient des substances liquides ou gazeuses encore préservées après des millénaires. Et au centre de tout cela, dans une chambre plus grande que les autres, quelque chose qui fit retenir collectivement leur souffle à tous ceux qui se trouvaient à bord du navire de recherche. C'était une sphère d'environ 3 mètres de diamètre, faite d'un matériau qui brillait de sa propre lumière. Pas intensément, mais avec une pulsation douce et constante qui semblait presque vivante. Sa surface était couverte de gravures si détaillées qu'il faudrait des années pour les documenter complètement. Il y avait ce qui semblait être des cartes, des diagrammes, des séquences de symboles qui pouvaient être du texte ou des équations ou quelque chose de complètement différent. Le ROV a tourné autour de la sphère pendant des heures, capturant chaque angle, chaque détail. Et à mesure que les images étaient transmises à la surface, une chose est devenue claire pour tous ceux qui les regardaient. Ce n'était pas l'œuvre d'une civilisation que nous connaissions. C'était la preuve de quelque chose d'antérieur, quelque chose qui avait existé, prospéré et créé des merveilles avant même que l'histoire humaine telle que nous la connaissons n'ait commencé. Cette découverte a tout changé, non seulement pour nous qui l'avions faite, mais potentiellement pour toute l'humanité. Nous étions face à la preuve que notre compréhension du passé était fondamentalement incomplète, que des civilisations s'étaient élevées et étaient tombées avant même que des archives n'existent, que des connaissances avaient été acquises et perdues avant même que nos ancêtres n'apprennent à écrire. Les implications étaient vertigineuses, et les questions étaient infinies. Qui était-il? D'où venait-il? Que leur était-il arrivé? Et peut-être plus important encore, qu'avaient-ils laissé derrière eux, outre les artefacts physiques que nous trouvions? Y avait-il des connaissances préservées dans ces chambres scellées, des instructions, des avertissements, un héritage attendant d'être découvert par ceux qui viendraient après? Nous n'avions pas de réponse. Seulement davantage de questions et la certitude grandissante que nous ne faisions qu'effleurer la surface de quelque chose de bien plus grand que nous ne l'avions imaginé. La mer Noire avait gardé ses secrets assez longtemps. Et maintenant, lentement, elle commençait à les révéler. Ce que nous apprendrions et ce que nous ferions de ces connaissances déterminerait non seulement notre avenir, mais peut-être aussi le destin de l'espèce humaine tout entière. Car si quelque chose d'aussi avancé avait existé auparavant et avait disparu, la question évidente était: cela pourrait-il se reproduire? Et y avait-il quelque chose que nous pouvions apprendre des anciens qui nous aiderait à éviter le même sort? Le trésor que nous avions recherché, l'or et les pierres précieuses qui avaient été notre objectif initial, semblaient désormais insignifiants. Les véritables richesses étaient d'une toute autre nature. La connaissance, la compréhension, le lien avec un passé qui transcendait tout ce que nous avions imaginé. Et la quête allait se poursuivre. Car une fois que vous avez entrevu l'immensité de l'inconnu, retourner à l'ignorance n'est plus une option. La mer Noire nous avait appelés, et nous, en tant qu'explorateurs et chercheurs que nous avons toujours été, nous devions répondre à son appel. Les semaines qui ont suivi la découverte de la sphère ont été les plus intenses de notre vie.
Le navire de recherche est devenu un centre d'activité constante, avec des experts travaillant par équipe pour analyser les données que le ROV continuait à transmettre. Chaque image révélait de nouveaux détails. Chaque balayage du capteur ajoutait de nouvelles informations au puzzle grandissant. Les symboles sur les murs des chambres sous-marines se sont avérés particulièrement fascinants. Les linguistes passaient des heures à les comparer à tous les systèmes d'écriture connus, à la recherche de parallèles, de modèles, de tout ce qui pourrait fournir une clé pour les déchiffrer. Et même si les progrès étaient lents, ils n'étaient pas inexistants. Il y avait des structures récurrentes dans les symboles, des séquences qui se répétaient dans des contextes suggérant des significations spécifiques. Certains chercheurs pensaient avoir identifié ce qui pourrait être des chiffres, un système mathématique basé sur des principes différents des nôtres, mais clairement fonctionnels. D'autres pensaient avoir trouvé ce qui pourrait être des cartes stellaires, des représentations de constellations telles qu'elles auraient pu apparaître il y a des dizaines de milliers d'années. Mais la sphère restait la plus grande énigme. Sa lueur douce et constante ne diminuait ni n'augmentait, indépendamment des facteurs externes. Son matériau défiait toute analyse, absorbant ou réfléchissant les sondes de manière incohérente. Et les gravures sur sa surface étaient si complexes que chaque session de documentation révélait des détails qui avaient été perdus lors des observations précédentes. L'une des découvertes les plus intrigantes est venue d'une analyse acoustique. Lorsque des capteurs ont été placés à proximité de la sphère, ils ont détecté quelque chose d'inattendu. Une vibration. L'objet vibrait à des fréquences qui étaient à la limite de ce que nos instruments pouvaient détecter, créant des motifs sonores qui se répétaient en cycle d'environ 11 minutes. Lorsque ces vibrations ont été converties en représentations visuelles, elles ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Elles n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient des séquences mathématiques, des motifs qui incluaient des nombres premiers, des proportions géométriques fondamentales et des constantes que nous reconnaissions dans notre propre physique et nos mathématiques. La sphère transmettait. Nous ne savions pas à qui ni dans quel but, mais elle envoyait clairement des informations codées dans ces vibrations. Et elle le faisait, vraisemblablement, depuis qu'elle avait été placée dans cette chambre il y a des millénaires. La question de savoir qui pouvait recevoir ces transmissions était troublante. Y en avait-il d'autres comme elle? D'autres sphères dispersées à travers le monde, formant un réseau de communication qui transcendait les distances et les époques? Et si quelqu'un ou quelque chose écoutait, que faisait-il des informations qu'il recevait? Nous avons décidé d'élargir notre recherche. S'il existait une telle structure dans la mer Noire, il pouvait y en avoir d'autres ailleurs. Nous avons commencé à examiner les registres géologiques et océanographiques des régions où des anomalies avaient été signalées au fil des ans. Des endroits où des instruments avaient détecté des mesures étranges qui avaient été écartées comme des erreurs. Des endroits où des sonars avaient capté des formations qui semblaient artificielles, mais qui avaient été expliquées comme des phénomènes naturels. Ce que nous avons trouvé était à la fois rassurant et effrayant. Il y avait des dizaines, voire des centaines d'endroits à travers le monde qui présentaient des caractéristiques similaires à celles que nous avions trouvées en mer Noire. Des anomalies magnétiques, des émissions acoustiques à basse fréquence, des structures sous-marines qui n'entraient dans aucune catégorie géologique connue. C'était comme si nous avions découvert, non pas un site unique, mais la pointe d'un iceberg qui s'étendait à toute la planète. Un réseau ancien, endormi mais pas mort, attendant d'être redécouvert. La décision sur la marche à suivre a fait l'objet de débats intenses. Certains soutenaient que nous devrions révéler immédiatement nos découvertes, partager avec le monde ce que nous avions trouvé et permettre à la communauté scientifique mondiale de participer à la recherche. D'autres étaient plus prudents, préoccupés par les implications de la révélation d'un élément aussi profondément perturbateur pour les conceptions établies de l'histoire et de la civilisation humaine. Finalement, nous avons choisi une voie intermédiaire. Nous avons publié des articles décrivant certaines de nos découvertes, de manière technique et prudente, sans spéculation dramatique. Nous avons invité des chercheurs sélectionnés à examiner nos données et à proposer leurs propres interprétations. Et nous avons poursuivi notre exploration, avec désormais plus de ressources et plus de questions qu'au début. La mer Noire continuait à révéler ses secrets, couche après couche. Chaque plongée, chaque session avec le ROV apportait de nouvelles découvertes, des chambres que nous n'avions pas remarquées auparavant.
des artefacts qui défiaient toute catégorisation. Et toujours au centre de tout, cette sphère pulsante, transmettant ses messages à des destinataires inconnus. L'une des avancées les plus significatives est survenue lorsque nous avons enfin réussi à récupérer certains des récipients scellés que nous avions trouvés dans les chambres. L'opération était délicate et risquée, mais les résultats ont justifié toutes les précautions prises. À l'intérieur des récipients se trouvaient des substances que les chimistes à bord n'ont pas pu identifier complètement. Certaines étaient liquides, avec des propriétés qui défiaient l'analyse conventionnelle. D'autres étaient solides, des cristaux de forme parfaite qui semblaient avoir été cultivés plutôt que taillés. Et dans l'un des récipients, conservé dans un milieu qui avait préservé son intégrité pendant des millénaires, se trouvait ce qui ne pouvait être décrit que comme du matériel biologique. Il ne s'agissait pas de restes humains. Du moins, pas d'humains tels que nous les connaissons. L'ADN, lorsque nous avons enfin réussi à l'extraire et à le séquencer, présentait des similitudes avec le génome humain, mais aussi des différences significatives. C'était comme si nous observions une branche d'un arbre évolutif qui avait divergé d'une autre il y a très longtemps et suivi un chemin complètement différent. Les implications étaient bouleversantes. Nous ne découvrions pas seulement des preuves d'une civilisation ancienne. Nous découvrions peut-être des preuves d'une humanité différente, d'une espèce apparentée qui avait atteint des sommets technologiques et culturels surpassant tout ce que notre propre histoire avait enregistré, puis avait disparu sans laisser de traces à la surface de la Terre. Où étaient-ils passés? Que leur était-il arrivé? Ces questions nous hantaient tandis que nous poursuivions notre exploration. Et même si nous n'avions pas de réponse définitive, des théories commençaient à se former. Certains chercheurs pensaient qu'ils avaient été victimes d'une catastrophe naturelle, peut-être le déluge qui avait transformé la mer Noire d'un lac d'eau douce en un bras de la Méditerranée. D'autres spéculaient qu'ils étaient partis de leur plein gré, migrant vers un endroit que nous ne connaissions pas, ne laissant derrière eux que ces traces de leur existence. Et il y avait une troisième théorie, plus troublante que les autres, qui gagnait des adeptes à mesure que de nouvelles données étaient analysées. Peut-être n'était-il allé nulle part. Peut-être était-il encore là, d'une manière ou d'une autre, attendant. Les transmissions de la sphère, les systèmes apparemment encore fonctionnels, la parfaite conservation de matériaux qui auraient dû se détériorer depuis des millénaires, tout cela suggérait que quelque chose maintenait ces structures opérationnelles. Quelque chose qui n'était peut-être pas purement mécanique. Nous avons replongé le lendemain matin. La mer Noire nous a accueillis avec des eaux calmes qui contredisaient les profondeurs turbulentes en dessous. Nous avons descendu à travers des couches d'obscurité croissantes, passant devant l'épave qui avait été notre découverte initiale, semblant désormais presque banale comparée à ce qui gisait plus profondément. La plateforme circulaire était telle que nous l'avions laissée, mais quelque chose avait changé. L'entrée des chambres en dessous, qui avait été partiellement obstruée par des sédiments, était désormais complètement dégagée. C'était comme si quelque chose avait retiré les débris pendant notre absence, préparant le chemin pour notre descente. Nous avons échangé des regards à travers nos masques, communiquant sans mots l'inquiétude que nous ressentions tous. Mais nous étions allés trop loin pour faire demi-tour maintenant. La curiosité qui nous avait amenés jusqu'ici était plus forte que la peur. Le ROV est passé en premier, ses capteurs cartographiant le chemin tandis que nous le suivions à une distance sûre. Les chambres que nous avions explorées auparavant semblaient inchangées, mais notre attention s'est portée sur quelque chose de nouveau, une ouverture qui n'était pas là lors de nos précédentes visites. C'était un passage étroit, assez large pour un plongeur, mais pas beaucoup plus. Les murs étaient couverts des mêmes symboles que nous avions vus partout ailleurs, mais ici ils semblaient plus densément regroupés, comme s'ils portaient des messages d'une importance particulière. Le chef de l'équipe nous fit signe de nous arrêter pendant que le ROV avançait dans le passage. Les images qu'il transmit nous coupèrent le souffle. Le passage menait à une autre chambre, plus grande que toutes celles que nous avions vues auparavant. Et au centre de cette chambre, entourée de rangées d'objets qui ressemblaient à des consoles ou à des autels, se trouvait non pas une mais 7 sphères. Elles étaient de tailles différentes, disposées selon un motif que nous avons immédiatement reconnu comme représentant une sorte de diagramme orbital. La plus grande, au centre, pulsait de la même lumière douce que nous avions observée dans la première sphère que nous avions trouvée.
Les 6 autres brillaient de couleurs différentes, chacune à son propre rythme, créant un motif lumineux hypnotisant par sa complexité. Le rovet a fait le tour de la chambre, documentant chaque détail. Les consoles ou autels autour des sphères étaient couverts de commandes ou peut-être d'offrandes, difficiles à dire. Certains avaient des renfoncements qui pouvaient accueillir des mains, mais des mains de formes différentes des nôtres. D'autres avaient des saillies ou des leviers qui semblaient conçus pour être manipulés, mais par des membres dont les proportions ne correspondaient pas à l'anatomie humaine. Nous étions face au cœur de quelque chose. Une salle de contrôle. Un temple, peut-être les deux. Et pour la première fois depuis le début de notre voyage, l'ampleur de ce à quoi nous étions confrontés nous a vraiment frappés. Ce n'était pas seulement une civilisation perdue, c'était une civilisation qui avait construit à une échelle égale ou supérieure à la nôtre, qui avait développé des technologies que nous ne comprenions pas encore, qui avait laissé derrière elle des systèmes qui continuaient à fonctionner après d'innombrables millénaires, et qui, pour une raison quelconque, avait choisi ou avait été contrainte de disparaître, ne laissant que ses vestiges à découvrir par ceux qui viendraient après. La décision d'entrer dans la chambre fut prise après de longues délibérations. Les risques étaient évidents. Nous ne savions pas ce que les sphères étaient capables de faire ni ce que notre présence pourrait déclencher. Mais la promesse d'une découverte était irrésistible. S'il y avait des réponses à nos questions, elles se trouvaient dans cette chambre. Nous sommes entrés en file indienne, avançant lentement, respirant à un rythme mesuré pour économiser l'air et rester calme. La lumière des sphères semblait réagir à notre présence, s'intensifiant légèrement à mesure que nous nous approchions. Ce n'était pas menaçant, mais clairement réactif. Quelque chose nous observait. Quelque chose nous évaluait. Nous nous sommes arrêtés à une distance respectable de la sphère centrale. Ces gravures étaient visibles même de loin, des motifs qui coulaient comme de l'eau sur sa surface brillante. Et tandis que nous observions, quelque chose s'est produit qui allait changer notre compréhension à jamais. La sphère a commencé à émettre, pas seulement les vibrations à basse fréquence que nous avions détectées auparavant, mais quelque chose de plus. Des images, des concepts, des souvenirs. Ils affluaient directement dans nos esprits, contournant nos sens conventionnels et communiquant à un niveau qui transcendait le langage. Nous avons vu la Terre telle qu'elle était il y a d'innombrables siècles. Des continents dans des configurations différentes, des océans aux formes que nous ne reconnaissions pas. Et sur cette terre différente, une civilisation en plein essor. Des villes s'étendant sur des côtes qui n'existaient plus. Des navires traversant des mers qui avaient complètement changé. Et partout ces êtres qui étaient comme nous mais qui n'étaient pas nous, vivant, travaillant, aimant, rêvant, nous avons vu leur ascension et leur chute. Les triomphes qu'ils ont remportés et les erreurs qu'ils ont commises, les merveilles qu'ils ont construites et les catastrophes auxquelles ils ont été confrontés. Et nous avons vu leur décision finale, lorsqu'ils ont réalisé que leur époque touchait à sa fin. Le choix de préserver ce qu'ils pouvaient, de laisser un héritage à ceux qui viendraient après eux. Les structures qu'ils ont construites dans les profondeurs des océans, conçues pour survivre aux transformations qu'ils savaient inévitables. Les sphères qu'ils ont créées pour conserver leur savoir et le transmettre lorsque leur héritier arriverait enfin. Nous étions ces héritiers. Nous, avec nos questions, notre curiosité et notre soif de connaissance. Nous avions trouvé ce qu'ils avaient laissé. Et maintenant, après des millénaires d'attente, ils nous accueillaient. La transmission n'a duré que quelques minutes en temps réel, même si elle semblait s'être étendue sur des siècles. Quand elle s'est terminée, nous flottions en silence, les larmes coulant sous nos masques, submergés par l'ampleur de ce que nous avions reçu. Nous n'étions pas les premiers. D'autres avant nous avaient aimé cette planète, s'étaient battus pour y survivre, et avaient fini par partir, ne laissant derrière eux que des souvenirs gravés dans la pierre et la lumière. Et maintenant nous étions les gardiens de ces souvenirs, les héritiers d'un legs qui transcendait nos propres histoires et cultures. Les détenteurs d'un savoir qui avait été préservé à travers les âges pour nous parvenir. Le poids de cette responsabilité était immense, mais l'honneur l'était tout autant. Nous avions été choisis, ou peut-être nous étions simplement choisis nous-mêmes grâce à notre curiosité et à notre détermination.
Quoi qu'il en soit, le résultat était le même, la mer Noire avait gardé ses secrets assez longtemps, et maintenant enfin elle était prête à les partager. Le trésor que nous avions recherché, l'or et les pierres précieuses qui avaient été notre motivation initiale, étaient toujours là, brillant dans les eaux sombres. Mais nous savions désormais qu'il ne s'agissait que de la couche la plus superficielle de quelque chose de beaucoup plus profond. Une richesse de connaissances et de compréhension qui valait plus que tout l'or du monde. Et la quête allait se poursuivre. Il y avait d'autres chambres à explorer, d'autres sphères à trouver, d'autres messages à recevoir et à déchiffrer. L'héritage des anciens était vaste, et nous commencions à peine à le comprendre. Mais une chose était sûre, le monde ne serait plus jamais le même. Et nous, les premiers à toucher ces secrets depuis d'innombrables générations, aurions le privilège et la responsabilité de les partager avec l'humanité. La mer Noire nous a appelés, et nous avons répondu. Et ce que nous avons trouvé allait tout changer. Pour toujours, les courants tirent encore doucement nos nageoires. La vase tourbillonne encore en motif hypnotique, et les trésors, tant ceux d'or que ceux de connaissance, attendent toujours dans les profondeurs. Nous sommes des explorateurs. Nous sommes des explorateurs. Nous sommes des chercheurs. Nous sommes les héritiers d'une histoire bien plus longue et étrange que nous ne l'aurions jamais imaginée. Et notre voyage ne fait que commencer.